Bonjour, voici une présentation concernant l'intubation difficile en anesthésie chez l'adulte, présentation réalisée dans le cadre des formations dispensées au sein du Centre Normandie Simulation Santé du CHU de Caen, Nord-Sims. Cette présentation sera basée sur l'analyse de la recommandation formalisée d'experts de la SFAR publiée en octobre 2017 concernant l'intubation difficile et l'extubation en anesthésie chez l'adulte. A noter que ce dernier point concernant l'extubation ne sera pas évoqué dans cette présentation. L'élaboration de la réactualisation de cette RFE aura été guidée par l'identification de 4 axes de travail principaux. Les experts reviennent d'une part sur l'identification des bonnes pratiques et des nouvelles techniques en matière de préoxygénation. Ils clarifient ensuite le positionnement des vidéolaryngoscopes dans le cadre d'une intubation trachéale difficile prévue ou imprévue. Ils insistent sur la nécessité du choix du protocole d'anesthésie à la fois pour améliorer la ventilation masque-faciale et l'intubation trachéale. Et ils reviennent enfin sur les traditionnels algorithmes d'intubation trachéale prévus ou imprévus. Voici le plan que va suivre cette présentation. Nous évoquerons dans un premier temps quelques rappels théoriques concernant la définition de l'intubation difficile. Nous évoquerons par la suite la nécessité et l'importance de suivre ces algorithmes dans ces situations de perte de contrôle des voies aériennes. Nous reviendrons sur les questions identifiées dans cette RFE, ainsi que les recommandations qui en découlent. Nous survolerons le matériel d'intubation difficile à notre disposition pour gérer ces situations. Nous reviendrons sur les algorithmes rédigés par la SFAR et nous survolerons à la fin de cette présentation quelques techniques utiles à connaître dans ces situations de perte de contrôle des voies aériennes. Un peu d'histoire pour commencer. En 1996, la SFAR publie sa première recommandation formalisée d'experts concernant l'intubation difficile. À cette occasion, elle considère qu'une intubation est considérée comme difficile pour un anesthésiste expérimenté lorsqu'elle nécessite plus de 10 minutes et ou plus de 2 laryngoscopies dans la position modifiée de Jackson, avec ou sans compression laryngée. Une laryngoscopie difficile se définit par l'absence de la vision de la fente glottique, soit un stade 3 et 4 de Cormack-Ellehan. Cette définition sera revue dans la RFE suivante en 2006, lors de la question 1, où la notion de temps sera abandonnée et la définition simplifiée à ces deux critères, soit l'intubation est difficile par la nécessité de 2 laryngoscopies, soit elle nécessite la mise en œuvre d'une technique alternative après optimisation de la position de la tête avec ou sans manipulation laryngée externe. Un mot sur la classification des grades de Cormack-Ellehan, donc classification en 4 grades. Le grade 1, toute la fente glottique est vue. Le grade 2, seule la partie antérieure de la glotte est vue. Le grade 3, seule l'épiglotte est visible. Et le grade 4, l'épiglotte n'est pas visible. Donc comme on l'a précisé dans la diapo précédente, l'intubation difficile correspond au stade 3 et 4 de la classification de Cormack-Ellehan. Voyons désormais les techniques alternatives évoquées dans la définition de l'intubation difficile. La position modifiée de Jackson ou position amendée de Jackson est une manœuvre permettant de faciliter une intubation trachéale. Cette manœuvre a pour but d'aligner les axes buccal, pharyngé et laryngé, ou en tout cas d'en diminuer l'angulation afin d'améliorer l'exposition du larynx lors de l'intubation. Elle consiste à surélever la tête du patient d'environ 5 cm avec un coussin ou des champliers. La flexion antérieure du cou sur le thorax permet d'aligner les axes pharyngé et laryngé, alors que la mise en extension de la tête sur le cou permet d'aligner l'axe buccal avec l'axe pharyngo-laryngé. L'association de ces mouvements permet d'exposer le larynx. La manœuvre de burp est une technique utilisée lors de l'intubation trachéale sous laryngoscopie qui permet d'améliorer l'exposition de la glotte grâce à un déplacement du cartilage thyroïdien du patient dans un mouvement d'abord postérieur puis céphalique. Elle permet de diminuer la survenue d'intubation difficile et elle ne doit pas être confondue avec la manœuvre de Selig ou compression laryngée qui permet d'éviter la régurgitation lors de l'intubation.
Un mot sur le matériel à privilégier dans ces situations de perte de contrôle des voies aériennes. La lame métal sera privilégiée à la lame plastique et l'utilisation des mandrillons béquillés type Eichmann et Boussignac sera envisagée très rapidement dans la prise en charge. Les critères suivants sont prédictifs d'une intubation difficile et il est recommandé de les rechercher. Les antécédents d'intubation difficile, la classe de mal-empathie supérieure à 2, la distance thyromentonnière inférieure à 6 cm et l'ouverture de bouche inférieure à 35 mm. Il est conseillé également de rechercher la mobilité mandibulaire, qui correspond au test de morsure de lèvres, la mobilité du rachis cervical qui correspond à l'angle fait par la tête en extension maximum sur le cou et en flexion maximum supérieure à 90 degrés. Ces critères morphologiques doivent nous alerter quant à la possibilité de s'exposer à une intubation difficile. Certaines situations cliniques augmentent également le risque d'intubation difficile, un IMC supérieur à 35 kg par mètre carré, un syndrome d'apnée du sommeil avec un tour de cou supérieur à 45,6 cm, ainsi qu'une pathologie cervico-faciale et un état prééclamptique. L'ouverture de bouche inférieure à 2 cm, les antécédents d'échec d'intubation orotrachéale, la dysmorphie faciale sévère du patient ainsi que le rachis bloqué en flexion exposent le praticien à une intubation impossible. Quelques mots concernant la définition de la ventilation au masque facial difficile. Elle sera considérée comme telle s'il est impossible d'obtenir une ampliation thoracique suffisante ou un volume courant supérieur à l'espacement du patient, sur 3 ml/kg. S'il est impossible d'obtenir un tracé capnographique identifiable ou de maintenir une SpO2 supérieure à 92%. Ou alors, s'il est nécessaire d'utiliser l'oxygène rapide à plusieurs reprises, d'appeler un autre opérateur ou si les pressions d'insufflation est supérieure à 25 cm d'eau. Là encore, il est recommandé d'identifier certains critères prédictifs de ventilation au masque facial difficile, ainsi l'âge supérieur à 55 ans, un IMC supérieur à 26 kg par mètre carré, une édentation complète, une barbe, un ronflement et une limitation de la protrusion mandibulaire correspondent à des critères pouvant induire une ventilation au masque difficile. La présence de 2 de ces facteurs est prédictive de ventilation au masque difficile. À noter également que le risque d'intubation difficile est multiplié par 4 chez les patients ayant eu une ventilation au masque difficile. Une distance thyromentonnière inférieure à 6 cm et la présence d'un ronflement sont des critères prédictifs d'une ventilation impossible. Dans sa RFE, l'ASFAR préconise de s'appuyer sur des arbres décisionnels ou des algorithmes pour optimiser la gestion d'un contrôle difficile des voies aériennes. En effet, les difficultés liées au contrôle des voies aériennes représentent toujours des facteurs de risque majeurs de morbidité et de mortalité en relation avec l'anesthésie. Et dans l'optique de réduire ce risque, des référentiels et des recommandations des sociétés savantes ont été établis concernant la prise en charge d'une difficulté du contrôle des voies aériennes, en particulier pour la prédiction d'une telle difficulté, mais aussi et surtout pour optimiser la gestion de ce risque lors de l'induction anesthésique avec l'élaboration d'arbres décisionnels ou des algorithmes. Ces algorithmes préétablis représentent un outil pédagogique et pratique permettant d'envisager une gestion optimale des voies aériennes supérieures au bloc opératoire en apportant des propositions et des réponses concrètes, en particulier sur les techniques et les dispositifs de contrôle des voies aériennes. La priorité absolue de ces recommandations est le maintien de l'oxygénation du patient en toutes circonstances. Abordons désormais les axes de travail identifiés par les experts de l'ASFAR. Les 3 diapositives suivantes vont s'attacher à répondre à la question « Pourquoi faut-il éviter la désaturation en oxygène lors des manœuvres de contrôle des voies aériennes et quelles techniques de préoxygénation et d'oxygénation apnéique faut-il utiliser pour la prévenir ?» Première recommandation concernant la préoxygénation. Il faut prévenir systématiquement la désaturation artérielle en oxygène lors des manœuvres d'intubation trachéale ou d'insertion de dispositifs supraglottiques en raison des conséquences en termes de mortalité lors de sa survenue. En effet, la préoxygénation avant la réalisation d'une intubation trachéale ou l'insertion d'un dispositif supraglottique permet d'augmenter les réserves en oxygène des patients afin de prévenir ou de différer une éventuelle désaturation artérielle en oxygène pendant l'apnée. Chez l'adulte sain, le délai entre le début de l'apnée et la survenue d'une désaturation artérielle en oxygène qui correspond à une SpO2 inférieure à 90%
est limité à 1 à 2 minutes si le patient a respiré en air ambiant avant l'induction et peut être prolongé à 6 à 8 minutes avec une préoxygénation en 100% d'oxygène inhalé. La préoxygénation réalisée avant l'induction d'anesthésique permet ainsi d'augmenter le délai de survenue d'une désaturation lors de l'apnée et des manœuvres de contrôle des voies aériennes. En augmentant les réserves en oxygène et en prolongeant la durée de la tolérance à l'apnée, la préoxygénation permet de prévenir une hypoxémie lors de l'induction d'anesthésie avec une PaO2 plus élevée qu'en l'absence de préoxygénation. A contrario, l'absence de préoxygénation, même chez un patient ASA1, peut entraîner une désaturation artérielle en oxygène avec une SPO2 inférieure à 90% dans 30 à 60% des cas. Quelques mots sur la deuxième recommandation rédigée par les experts concernant la préoxygénation. Afin de prévenir une désaturation artérielle lors des manœuvres d'intubation trachéale ou d'insertion de dispositifs supraglottiques, il faut réaliser systématiquement une procédure de préoxygénation, y compris dans le cadre de l'urgence. Il est admis que lorsque la fraction d'oxygène télé-expiratoire est supérieure à 90%, la préoxygénation est considérée comme efficace. La préoxygénation repose sur plusieurs techniques bien codifiées. Deux techniques se distinguent plus particulièrement. D'une part, la ventilation spontanée en oxygène pur pendant un temps allant de 2 à 5 minutes dans un circuit filtre avec un débit de gaz frais de 5 litres minute, ou bien la ventilation spontanée avec des manœuvres de capacité vitale 4 à 8, réalisées en oxygène pur pendant un laps de temps court, 30 et 60 secondes respectivement. Cette dernière technique impose que les débits inspiratoires du circuit soient égaux ou supérieurs à celui du patient, grâce à l'utilisation de la valve bypass du circuit. Enfin, la VNI en aide inspiratoire avec ou sans PEP permet en urgence de raccourcir le délai de préoxygénation, avec comme objectif également une FeO2 supérieure. Troisième recommandation enfin concernant la préoxygénation. Les experts clarifient la place de l'oxygénation apnéique. Dans certains cas, il faut probablement utiliser des techniques d'oxygénation apnéique avec des techniques spécifiques pour prévenir une désaturation artérielle en oxygène. En effet, l'oxygénation apnéique pendant les manœuvres d'intubation trachéale en complément de la préoxygénation obligatoire est une technique potentiellement intéressante dans certains cas pour prévenir une désaturation artérielle en oxygène, en particulier chez le sujet à risque de désaturation artérielle rapide comme l'obèse ou le patient en détresse vitale. Mais cela peut constituer également une aide en cas d'intubation trachéale difficile, voire en technique de sauvetage en cas d'intubation trachéale difficile imprévue. Les techniques d'oxygénation apnéique regroupent essentiellement l'insufflation nasopharyngée à l'aide d'une canule d'oxygène avec un débit de 5 minutes ou l'oxygène nasal à haut débit. Abordons désormais la deuxième question rédigée par les experts dans l'élaboration de cette RFE. Faut-il utiliser des vidéolaryngoscopes plutôt que la laryngoscopie standard avec ou sans long mandrin pour obtenir un meilleur taux de succès d'intubation après le premier essai lors de l'intubation difficile prévue hors fibroscopie? Avant de répondre à cette question, évoquons 3 prérequis. D'une part, les experts statuent sur les contre-indications à l'utilisation d'un vidéolaryngoscope. Dans le cas d'une ouverture de bouche du patient inférieure à 2,5 cm, dans le cas d'un rachis cervical fixé en flexion ou de la présence d'une tumeur des voies aérodigestives supérieures avec stridor, le vidéolaryngoscope sera contre-indiqué. On précise par ailleurs qu'il est nécessaire de s'assurer de la possibilité d'introduire un vidéolaryngoscope dans la bouche du patient avant de l'endormir. Le deuxième prérequis insiste sur la priorité à donner à l'oxygénation. En effet, une désaturation artérielle inférieure à 95% imposera l'arrêt des manœuvres d'intubation au profit de celles permettant une oxygénation. En cas de risque avéré d'hypoxémie, le vidéolaryngoscope ne pourra pas se substituer à un dispositif supraglottique. Dans le cas d'une induction à séquence rapide pour estomac plein, les données de la littérature ne permettent pas de formuler de recommandations concernant l'utilisation des vidéolaryngoscopes. En effet, la durée nécessaire pour une intubation trachéale avec un vidéolaryngoscope peut être plus courte, identique, ou plus longue qu'avec un vidéolaryngoscope équipé d'une lame de Macintosh. Ce paramètre étant aléatoire et dépendant de nombreux facteurs, les vidéolaryngoscopes ne peuvent pas, à l'heure actuelle, être proposés systématiquement en première intention dans la prise en charge des patients à risque de régurgitation ou d'inhalation. La manœuvre de Selick pourrait altérer la vision glottique sous vidéolaryngoscopie et le taux de réussite de l'intubation chez un patient avec un estomac plein.
Précisons désormais la place des vidéolaryngoscopes dans la prise en charge d'une intubation difficile. Dans le cadre d'une chirurgie programmée, il faut utiliser en première intention les vidéolaryngoscopes chez les patients avec une ventilation au masque possible et au moins 2 critères d'intubation difficile. En effet, chez des patients avec au moins 2 facteurs prédictifs d'intubation difficile, notamment un score de mal-empathie de 3 ou 4, les vidéolaryngoscopes améliorent la vision glottique et le taux de succès d'intubation de la trachée à la première tentative, comparativement à la lame de Macintosh. Chez ces patients, les vidéolaryngoscopes permettent d'améliorer la vision de la glotte, le score d'intubation difficile, et ainsi d'augmenter le taux de succès d'intubation de la trachée dès la première tentative. Les vidéolaryngoscopes doivent être utilisés chez les patients avec des critères d'intubation difficile par des praticiens entraînés à l'utilisation de ces dispositifs. Ainsi, l'utilisation des vidéolaryngoscopes chez les patients avec au moins un critère d'intubation difficile pourrait probablement permettre l'apprentissage et le maintien de l'expertise du praticien. Deux contextes cliniques justifient l'utilisation des vidéolaryngoscopes. En cas de rachis cervical pathologique, une méta-analyse a montré un taux de succès d'intubation plus élevé, une meilleure vision de la glotte et un taux de complications plus bas avec un AirTrack qu'avec un laryngoscope équipé d'une lame de Macintosh classique. Chez le patient obèse avec un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré, les vidéolaryngoscopes permettent de mieux visualiser la glotte, d'améliorer le taux de succès d'intubation. De plus, une diminution du risque de désaturation inférieure à 92% a été décrite pour ces malades. Dans le cadre de l'intubation difficile non prévue, il faut probablement utiliser la vidéolaryngoscopie en seconde intention chez les patients avec un stade de Cormack-Helehan de 3 ou 4, si la ventilation en masque est possible. Les vidéolaryngoscopes réduisent en effet l'incidence des scores de Cormack-Helehan 3 et 4 observés initialement par laryngoscopie directe chez les patients avec une intubation difficile non prévue. Dans ces situations, le risque d'échec d'intubation avec la technique de vidéolaryngoscopie est faible avec un praticien expérimenté. Dans une étude rétrospective non randomisée multicentrique réalisée entre 2003 et 2013, comptant 1427 échecs de laryngoscopie directe avec une lame de Macintosh, la vidéolaryngoscopie a été rapportée comme la méthode de secours la plus utilisée en première intention par les anesthésistes. Dans ce cas, le taux de succès d'intubation de la trachée est plus important comparé aux autres dispositifs utilisés dans le même contexte. La place de la vidéolaryngoscopie en alternative à la fibroscopie fera l'objet d'un quatrième prérequis. Ainsi, en cas d'intubation impossible, la fibroscopie reste la méthode de référence. Les tumeurs de la base de langue sont des indications privilégiées de la fibroscopie. En cas de stridor associé à une détresse respiratoire, une trachéotomie première doit être envisagée en première intention. Le taux d'échec de la fibroscopie n'est pas nul et les indications de cette technique diminuent avec l'arrivée des vidéolaryngoscopes. L'intubation avec un fibroscope, comme la vidéolaryngoscopie, est une technique opérateur dépendant qui nécessite un apprentissage spécifique. En cas d'échec d'intubation avec fibroscope, les vidéolaryngoscopes ont probablement une page chez les patients avec une ouverture de bouche suffisante, supérieure à 2,5 cm, seul ou en association. Quelle que soit la technique choisie pour contrôler les voies aériennes, en cas d'intubation et de ventilation au masque difficile, le patient bénéficiant d'une sédation doit garder une respiration spontanée efficace. Évoquons désormais la troisième recommandation concernant la place de la vidéolaryngoscopie en technique alternative à l'utilisation du fibroscope chez les patients en ventilation spontanée avec des critères d'intubation prévus difficiles ou impossibles et de ventilation au masque difficile. Cette recommandation fait l'objet d'un accord faible. En effet, peu d'études sont disponibles sur ce sujet. Il est possible de réaliser une intubation orale ou nasale sous vidéolaryngoscopie en ventilation spontanée avec des opérateurs entraînés, avec une technique de sédation associant anesthésie topique et évoque remifentanil, comparable à celle recommandée pour la fibrointubation. Dans ce contexte, l'oxygénation avec ou sans oxygène à haut débit nasal doit être envisagée. L'intubation sous vidéolaryngoscope pour une intubation prévue difficile est une technique alternative acceptable à la fibrointubation pour l'intubation naso- ou orotrachéale, avec une vision de la sonde possible pendant la progression entre les cordes vocales. Notons que la plupart des études ont été réalisées hors pathologie tumorale avec des larynx normaux et par des opérateurs expérimentés pour des ouvertures de bouche supérieures ou égales à 2,5 cm. Troisième question évoquant la gestion du protocole d'anesthésie. Faut-il utiliser l'ENOC ou l'EVOC plutôt que la sédation par bolus pour la réalisation du contrôle des voies aériennes en cas de difficulté suspectée ou avérée chez un patient en respiration spontanée?
La conférence d'experts sur l'intubation difficile de 2006 précise déjà que l'utilisation du propofol ou du rémifentanil en évoque s'accompagne d'un risque faible de désaturation et améliore les conditions d'intubation pour l'opérateur et pour le confort du patient. Le rémifentanil permet une meilleure coopération du patient. Les données récentes de la littérature ne permettent donc pas de formuler une nouvelle proposition. Les 3 prochaines diapositives vont s'attacher à répondre à la question suivante. Quelle anesthésie effectuer chez un patient avec des critères d'intubation difficiles dont la ventilation au masque facial s'avère potentiellement difficile? Les experts précisent dans ce prérequis qu'il est indispensable de s'assurer de la disponibilité des techniques d'oxygénation avant d'envisager une anesthésie générale. Dans ce contexte, les experts précisent qu'il faut maintenir un niveau d'anesthésie profond afin d'optimiser les conditions de ventilation au masque et d'intubation en utilisant des agents rapidement réversibles. Le choix ou non du maintien de la ventilation spontanée doit tenir compte de la possibilité de ventiler au masque ou d'utiliser des techniques d'oxygénation alternatives. La profondeur de l'anesthésie doit être suffisante pour optimiser les conditions de ventilation au masque et d'intubation. L'action des agents anesthésiques doit être rapidement réversible pour permettre le retour à la ventilation spontanée en cas d'échec. Ainsi, le propofol et le sévorane sont les hypnotiques de choix. L'injonction d'un morphinique de durée d'action courte améliore les conditions d'intubation, mais expose à un risque de prolongation de l'apnée. Précision de la place des curares dans la gestion des voies aériennes. En cas d'intubation difficile prévue, il faut probablement utiliser un curare afin d'améliorer les conditions de ventilation au masque et d'intubation, en utilisant un curare d'action courte ou rapidement inactivé, sous couvert du monitorage systématique de la curarisation. L'utilisation d'un curare améliore les conditions de ventilation au masque et d'intubation. En cas d'intubation difficile prévue, il est recommandé d'utiliser un curare afin d'augmenter les chances de réussite. Le niveau de curarisation doit être évalué de façon quantitative à l'aide d'un moniteur de curarisation. Tester la ventilation au masque avant l'injection de curare est une pratique qui ne repose sur aucune donnée publiée. Bien au contraire, l'administration d'un curare en cas d'obstruction des voies aériennes supérieures au cours de l'anesthésie est proposée comme un standard chez l'adulte, y compris dans les situations où une trachéotomie sauvetage est décidée. Le curare d'action courte ou rapidement inactivé permet d'envisager le retour à une ventilation spontanée efficace en cas d'échec de contrôle des voies aériennes. 2 curares répondent à ces critères, la succinylcholine à la dose de 1 mg/kg en poids réel et le rocuronium à la dose de 0,6 mg/kg ou 1 mg/kg en cas d'induction en séquence rapide. Il peut être inactivé même en cas de bloc profond par du Sugamadex à la dose de 8 à 16 mg/kg selon la dose de rocuronium administrée et le délai entre injection de rocuronium et de Sugamadex. En cas d'utilisation du rocuronium pour une intubation difficile prévue, la dose nécessaire de Sugamadex doit être immédiatement disponible. Les diapositives qui suivent recensent les principaux dispositifs médicaux à notre disposition pour gérer la perte de contrôle des voies aériennes. Notons que dès 1996, les experts de la SFAR préconisent la présence d'un chariot d'intubation difficile. Celui-ci doit regrouper le matériel utile pour une intubation difficile et il doit être à proximité de tout site d'anesthésie. Son emplacement doit être connu de tous et clairement identifié. Sa composition doit être établie par l'ensemble de l'équipe d'anesthésie en fonction du type de patient, du type de chirurgie et des compétences et pratiques des membres de l'équipe. La vérification régulière du matériel est indispensable. Ce chariot doit comporter au minimum les instruments suivants: un mandrin long, souple, béquillé, des masques laryngés, des sondes d'intubation spéciales de faible diamètre et rigides, et un cathéter transclatéal avec un système raccordable sur une source d'oxygène à haute pression. Un fibroscope bronchique doit être immédiatement disponible si l'intubation paraît impossible avec les techniques usuelles. Dans les cas où la glotte ne peut être exposée, il est souvent possible d'introduire un long guide souple ou bougie sous l'épiglotte, puis dans la trachée et qui servira de tuteur à la sonde d'intubation. Cette technique à utiliser d'emblée lorsque l'exposition de la glotte est insuffisante doit être maîtrisée par tout anesthésiste.
La présence de ce matériel dans tous les sites d'anesthésie est indispensable. Les guides souples sont préférables aux guides rigides malléables, potentiellement traumatisants. Les guides creux sont recommandés car ils permettent l'oxygénation et l'on peut contrôler leur position en cas de maintien de la ventilation spontanée en les raccordant à un capnographe. Le masque laryngé est facile et rapide à mettre en place sans laryngoscopie. C'est une alternative à la sonde endotrachéale ou au masque facial qui autorise le recours à une ventilation mécanique ou le maintien d'une ventilation spontanée. Une bonne expérience est recommandée avant son utilisation dans les cas difficiles. Le masque laryngé occupe actuellement une place de choix après l'échec de l'intubation en chirurgie réglée. Une anesthésie profonde facilite sa mise en place. Le masque laryngé ne doit cependant pas être utilisé en première intention si l'intubation est jugée impossible. Les anomalies du larynx et de l'hypopharynx sont des causes d'échec de sa mise en place. Les contre-indications du masque laryngé sont l'estomac plein et les lésions obstructrices des voies aériennes supérieures. Sa principale limite concerne les patients dont la compluence thoraco-pulmonaire est basse ou les résistances bronchiques élevées, nécessitant des pressions d'insufflation supérieures à 20 cm d'eau. Toutefois, entre un risque immédiat d'hypoxie devant une intubation difficile survenue en urgence et un risque éventuel d'inhalation bronchique, le masque laryngé peut être utilisé en l'absence d'autres solutions thérapeutiques. Évoquons désormais le fast track. Le masque proprement dit est semblable à celui du masque laryngé standard. Sur la face interne, les languettes de protection ont été remplacées par une seule languette plus large, médiane, rigide et fixée au niveau de sa base, à la paroi interne du masque. Cette languette, libre à son extrémité distale et soulevée par la sonde d'intubation à la sortie du tube, passe sous l'épiglotte qu'elle relève et libère ainsi le passage vers le larynx. La rampe de sortie du tube est en V pour centrer la sonde d'intubation dans le masque et la diriger sous la languette. Le tube est plus court et plus large que celui du masque laryngé standard. Son diamètre interne est de 13 mm, ce qui autorise l'emploi de sondes d'intubation de plus gros diamètre. Le tube est rigide. Il est fait d'acier inoxydable et est recouvert de silicone. Il est incurvé pour faciliter l'insertion. Le rayon 128 degrés a été calculé à partir d'images IRM pour permettre l'adaptation à la courbure oro-palatopharyngée et à un alignement de l'orifice distal du tube avec l'orifice glottique. L'orifice proximal de ce type peut être connecté à un raccord mâle 15 mm. Le fast track est muni d'une poignée métallique ou plastique qui permet l'insertion sans introduire l'index dans la bouche. Elle permet en outre de maintenir en bonne position le masque laryngé fast track pendant les différentes manœuvres d'intubation. Le dispositif est fourni avec une sonde d'intubation et un tube poussoir. 3 tailles sont commercialisées. Le 3 peut être utilisé chez l'enfant à partir de 30 kg. La taille 4 est recommandée chez l'adulte entre 45 et 70 kg. Et la taille 5 au-delà de 70 kg. Ce dispositif permettra à la fois l'oxygénation à travers le masque laryngé et l'intubation du patient. Il trouvera sa place dans l'algorithme aussi bien en première attention qu'en technique de sauvetage. Il existe plusieurs types de vidéolaryngoscopes sur le marché, avec ou sans écran, avec ou sans canal opérateur. Les manœuvres laryngées externes pour améliorer l'exposition glottique sont facilitées par les vidéolaryngoscopes avec écran. Leur effet est directement visible par l'aigle qui peut ajuster son geste. Dans le cas d'utilisation d'un vidéolaryngoscope sans gouttière latérale, le recours à un guide préformé peut être utile pour diriger la sonde.
Voyons désormais les principaux algorithmes figurant en annexe de cette RFE. Notons que l'élaboration d'algorithmes s'inscrit dans une démarche de maîtrise du risque. L'élaboration d'une stratégie de prise en charge permet d'anticiper une situation critique. Cette stratégie de prise en charge est centrée sur le maintien de l'oxygénation du patient. Face à une intubation difficile prévue, il faut anticiper les éventuelles difficultés d'oxygénation et s'assurer de la disponibilité des moyens pour la maintenir pendant les manœuvres d'intubation, ventilation au masque et aux techniques de secours. Des algorithmes décisionnels d'intubation et d'oxygénation ont été élaborés. Ils permettent la prise en charge de ces différentes situations cliniques, intubation difficile prévue ou non, et ventilation au masque difficile. Ils seront présentés dans les annexes suivantes. Plusieurs points importants doivent être soulignés. Le réveil du patient ou le report de l'intervention doivent être envisagés à chaque étape. L'appel à l'aide, dès les premières étapes de l'algorithme, est recommandé. Il est recommandé de ne pas s'obstiner à intuber et de passer à l'étape suivante après 2 échecs et de ne pas oublier le maintien de l'oxygénation entre les tentatives. Il n'est pas recommandé d'envisager la pratique d'une laryngoscopie pour évaluer la difficulté réelle d'une intubation difficile prévue sans avoir planifié une stratégie de prise en charge. De même, il n'est pas recommandé d'envisager la réalisation d'une ALR sans avoir prévu une alternative en cas d'échec, le contrôle des voies aériennes en cas de difficulté d'oxygénation et le report d'intervention si les conditions requises à la réalisation d'une sédation ne sont pas réunies. Il est recommandé d'informer le patient de la survenue d'une difficulté d'intubation ou de ventilation au masque et de le mentionner dans le dossier médical. Les diapositives qui suivent évoquent la place de l'oxygénation transcrâtéale et les techniques de cricothyroïdotomie dans l'algorithme d'intubation difficile. Nous survolerons les dispositifs médicaux utiles dans ces situations, ainsi que les techniques de ventilation sur ce type de dispositif. En conclusion, nous pouvons dire que la recommandation formalisée d'experts répond à la majorité des problèmes et des situations qui peuvent se présenter en pratique quotidienne.
Il demeure néanmoins certaines situations où le jugement clinique doit prévaloir et où le choix d'une stratégie de prise en charge se fait en termes de bénéfices-risques. L'évolution des techniques a permis de simplifier la gestion d'une intubation difficile. Néanmoins, l'élaboration d'algorithmes par une équipe est la pierre angulaire de la prise en charge, à condition que les techniques soient connues de tous et réalisables à tout moment. La prise en charge d'une intubation difficile passe par l'élaboration d'une stratégie au préalable et à l'entraînement à la gestion de ces situations à risque. Merci de votre attention.